IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment penser le paranormal? C'est le thème de l'émission de ce soir avec Johar C. Ahmed, qui est psychanalyste attaché à redonner à la transe, que ce soit par l'hypnose et le travail de respiration holotropique, la place qu'il revient dans le champ de la thérapie, ce qui permet d'articuler au mieux les dimensions infraverbales et verbales, de l'archaïque et de la mise en mots et en un sens propre au travail de l'analyse. En tant que parapsychologue clinicienne, elle reçoit des personnes ayant eu des expériences dites exceptionnelles, c'est-à-dire des personnes dont la souffrance et la problématique s'expriment à travers des manifestations paranormales. On va l'accueillir aujourd'hui autour de son livre pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles ou comment penser le paranormal aux éditions de l'Harmattan. Bonsoir Johar C. Ahmed. Bonsoir. Merci de revenir sur cette antenne. On vous a déjà eu pour comment avoir de l'intuition même si on a les yeux fermés. Oui. Et pour le centenaire de l'IMI. Le centenaire de l'IMI. Alors là, bon, c'est plutôt une émission sur une expérience, une psychanalyse des expériences exceptionnelles. Et vous écrivez à la fin de votre livre, moi j'adore, je commence pas par la fin, mais j'adore la fin de votre livre. Vous dites que vous avez évoqué tout au long de cet ouvrage, c'est-à-dire de ce livre, et parfois en filigrane, les différents temps de votre réflexion. D'abord, reconnaître pour l'avoir vécu vous-même la réalité de cette dimension de l'existence. Alors, vous l'avez vécu vous-même, cette réalité ? Oui, donc les expériences exceptionnelles, c'est un ensemble de mots, disons un qualificatif qui permet de regrouper toutes ces expériences dites paranormales, parce que c'est quand même beaucoup plus, ça passe beaucoup plus, c'est beaucoup plus, politiquement correct de parler d'expériences exceptionnelles aujourd'hui, et en même temps, ça rend service aussi parce que ça permet d'élargir au-delà du paranormal. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc, quand je dis qu'effectivement, ce sont des choses que j'ai déjà vécues, depuis mon enfance, j'ai eu des phénomènes paranormaux, j'ai vécu avec des personnes qui avaient des phénomènes paranormaux, et j'avais mis dans un coin de ma tête que j'aimerais bien comprendre de quoi il s'agit lorsque quelqu'un racontait un rêve et que une partie de ce rêve se réalisait dans les jours ou dans les mois qui suivaient. C'était à la fois fascinant et ça me faisait peur comme l'enfant que j'étais. Et mais j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant un jour, etc. Et puis après, j'ai mis ça sous le tapis en disant c'est peut-être des histoires qu'on se raconte, c'est peut-être des interprétations que j'ai pu avoir, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Et j'ai entamé mes études de psychanalyse, de psychopathologie, etc. Donc quelque chose d'un peu rationnel, plus rationnel, jusqu'au moment où ces phénomènes-là m'ont été renvoyés par des patients que je suivais et qui pouvaient me raconter des choses que j'avais vécues alors qu'ils n'avaient aucun moyen de le savoir, aucun moyen direct de le savoir. Et donc je me suis dit, bon, je me suis remise face à ces phénomènes-là, il faut donc que j'aille regarder ces phénomènes-là. Et donc j'ai eu l'idée, à ce moment-là où j'ai eu l'idée, l'envie, le désir, et j'ai trouvé des gens pour m'accompagner là-dedans, de faire une thèse sur le sujet. En disant, ces phénomènes-là, est-ce qu'ils sont vraiment paranormaux, c'est-à-dire à côté de la normalité, donc du côté peut-être de l'anomalie ou la normalité, l'apostrophe, ou bien est-ce qu'ils font partie du fonctionnement mental? Et c'est ce sur quoi j'ai travaillé, c'est de montrer, à partir d'un certain nombre de choses dont on va peut-être parler, qu'ils font partie du fonctionnement mental, de tout un chacun, et qu'ils vont s'exprimer différemment en fonction de notre problématique, de notre façon d'être au monde, de notre façon de concevoir les choses, de notre histoire évidemment. Alors vous pouvez nous en raconter une de ces expériences que vous aviez enfant ? Alors les expériences que j'avais enfant étaient des expériences que j'entendais. Il m'est arrivé d'avoir moi-même quelques intuitions ou quelques phénomènes, comment dirais-je, de télépathie, c'est-à-dire de penser à quelque chose qui allait arriver. C'était déjà suffisamment bouleversant pour moi, qui ne comprenait pas très bien. Mais j'avais surtout quelqu'un de très proche qui avait régulièrement des rêves, et en général, ça portait beaucoup, ou c'est ce que l'on retient le plus souvent, ça portait beaucoup sur des phénomènes dramatiques à venir.
Donc ça avait de quoi par exemple, la mort de quelqu'un, on sait la mort, quelqu'un est tombé malade, il y avait le nom, la personne racontait l'histoire, etc. Et quelque temps après, on apprenait la mort de cette personne. Donc c'était surtout autour de ça. Et c'est peut-être pour ça que je les ai refoulés quelque temps, parce que c'était trop dramatique. J'avais l'impression que c'est dramatique. Ce que j'ai découvert ensuite, c'est qu'en fait, sur moi-même et autour de moi-même, et avec les patients, mais aussi avec les amis, les relations, la famille, c'est qu'en fait, il y a aussi des phénomènes paranormaux, des prémonitions, des télépathies qui portent aussi sur des événements heureux. Les amoureux, par exemple, partagent ce que j'appelle un champ psychique commun, et ils peuvent avoir effectivement une identité de perception de choses en même temps, penser à la même chose en même temps, ou même avoir une perception prémonitoire d'un événement à venir, etc. Donc, l'idée, c'est d'arriver de ce que mon cheminement parti de cette peut-être un peu effroi de petite fille à plus tard, quand j'ai commencé à faire mes études de psy, c'était de démontrer qu'en fait, ça faisait partie, encore une fois, du fonctionnement mental, et qu'on pouvait le comprendre d'une part, et qu'on pouvait aussi développer ses capacités par ailleurs. Ce que j'ai appelé l'entraînement à la télépathie dans les groupes que nous faisons. Et il y a l'histoire de ce petit garçon dans le livre qui dit à sa maman que de toute façon, elle mourra en juillet et en août. Après, il lui dit non, en août, je te donne un mois de plus. Elle est enceinte, cette femme. Et au 5e mois de grossesse, il y a un problème et la maman meurt. Et le petit garçon se retrouve en soins et il se sent tout à fait coupable. Il pense que c'est lui qui a tué sa mère. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un événement qui a plusieurs, avec un décalage dans le temps. Et il a effectivement dit à sa mère, en jouant, donc il devait être dans un état, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ces phénomènes-là apparaissent souvent dans un état de conscience élargie, dans un état un peu de transe, à minima ou à maxima. Et donc cet enfant jouait, était perdu dans son monde, jouait, etc. Et il dit, cet été, j'irai chez ma tante à tel endroit, et à la mère, et la mère dit, oh, je sais pas trop, les projets, ils étaient au mois de mars, les projets, on verra, peut-être pas. Mais toi, tu viendras pas parce que tu seras morte au mois de juillet. Et la mère lui dit, comme une maman dit à son enfant, c'est tout ce que tu as à dire à ta maman, je sais pas si elle lui a dit, tu n'as pas honte. Enfin, elle était un peu choquée. Et il lui dit, non, sans lever la tête de son jeu. Ce qui l'avait frappé, la maman, c'est que le gamin n'avait pas levé la tête de son jeu. Il dit, non, non, tu mourras pas au mois de juillet, je te donne un mois de plus, tu mourras au mois d'août. Et elle apprend, 24 heures après, qu'elle était enceinte d'une grossesse que le médecin lui avait conseillé de ne pas garder parce qu'elle était pas très bien portante. Et par chance, je les connaissais, elle me raconte cette histoire dans les jours consécutifs en me disant, tu te rends compte, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, comme elle venait de m'apprendre qu'elle était enceinte, je lui ai dit, mais il a dû percevoir avant toi que tu étais enceinte, donc c'est normal. Donc j'ai rassuré, vraiment, je pensais absolument pas à quelque chose ou je voulais pas penser à quelque chose de prémonitoire. Et je lui dis, mais en fait, elle est venue déposer après j'ai compris comme si elle était venue déposer chez moi cette information. Parce que si elle n'avait pas déposé chez moi, je n'aurais jamais rien su. Vous n'auriez pas pu aider l'enfant. Et j'aurais pas pu aider l'enfant. Donc en fait, j'ai été dépositaire de cette information capitale que j'ai oubliée. On était toujours au mois de fin mars. Et quelques mois après, donc elle perd les os et puis on découvre qu'il y avait mort in utero. Elle rentre à l'hôpital, une septicémie. On croit qu'elle va mourir au mois de juillet. Mais tout se passe exactement selon la prophétie entre guillemets de l'enfant. Et donc les choses se passent, l'enterrement a lieu, et quelque temps après, la grand-mère de l'enfant m'appelle en urgence en me disant il faut aider ce gamin parce qu'il a des conduites suicidaires à son égard et à l'égard de son petit frère. Il y avait un gamin. Et c'est là que l'histoire m'est revenue. Et donc l'histoire m'est revenue, et c'est comme ça que j'ai pu accompagner cet enfant dans son cheminement. Il a commencé par me poser des questions sur le monde entier, comment ça fonctionne, comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les étoiles, comment fonctionne, etc. Et moi, je savais que la question cruciale allait arriver, et elle est arrivée. Alors, je lui ai laissé le temps qu'il puisse à la fois la penser et la dire. Et il me dit, est-ce que quand on dit à sa maman, tu vas mourir, est-ce qu'on la tue, quoi? Est-ce qu'on est alors? Et je lui dis, voilà. Et je lui raconte ce que je savais. Que lui avait perçu à l'avance. Et que les enfants, c'était souvent comme ça. Voilà. Et il avait perçu à l'avance que sa mère, le drame dans lequel sa mère allait le plonger. Mais comment il peut percevoir ça? Parce que c'est fou, il y a aussi cette histoire d'enfant qui l'histoire du couteau, l'histoire de la petite fille
finalement vit la vie de sa mère à elle. C'est-à-dire, vous lui dites à un moment, est-ce que tu pensais que le couteau, il fallait lui rentrer dans le ventre? Parce que vous êtes aussi quand même assez forte, hein. C'est-à-dire, vous avez des phrases qui vous sortent pendant les séances. Oui. Ça provient aussi du partage du champ psychique. À ce moment-là, il y a nos inconscients. Vous rentrez dans le champ de l'enfant. On le partage à ce moment-là. Il y a quelque chose. Moi-même, je suis en état un peu modifié de conscience, donc d'où cette possibilité d'intervenir. Et les psychanalystes aussi, certains psychanalystes le savent aussi. Quand on est en séance, les choses portent lorsque le sujet et le thérapeute sont en état modifié de conscience, sont un peu ce qu'on appelle attention flottante, par exemple. C'est quand même une modification de l'état de conscience. Donc, pour revenir donc aux enfants, etc., c'est que il y a un moment où ils ont le sentiment, surtout qu'on est enfant, surtout quand il s'agit de ses parents, qu'on les a tués, surtout qu'on a de la colère à l'égard de ses parents, et puis qu'on peut dire aussi, j'aimerais qu'ils meurent, mes parents. Donc, quand ça se réalise, c'est épouvantable, c'est un tsunami. Donc, il faut absolument remettre les choses en ordre et dire, mais non, tu sais, tu as perçu avant, ça existe. Alors, pour répondre à la question comment ça se passe, bien ça on peut pas. Ça me rappelle quand j'ai soutenu ma thèse, l'un des professeurs du jury m'a dit, mais est-ce que vous savez par quel moyen ça circule entre les gens? Et je lui dis non, je dis je peux pas. On peut parler de fluide, de je ne sais quoi, mais jamais on pourrait savoir. On peut pas savoir aujourd'hui. C'est quoi? C'est un champ de conscience. C'est un champ de conscience, un partage de champs psychiques communs. Il y a un moment où l'ouverture du champ de conscience permet de brasser et de ramasser un maximum d'informations. Que ce soit dans le futur ou dans le passé. Dans le futur ou dans le passé. Et ce qui fait que finalement, alors que dans l'état vigile dans lequel on est habituellement, eh bien, on a notre champ de conscience est rétréci par la force des choses, parce qu'il faut vivre, il faut répondre aux choses et aux sollicitations. Mais quand on est dans ces états, soit en état d'hypnose, soit en état de rêverie, comme cet enfant qui jouait, soit en respiration holotropique, soit dans les groupes d'entraînement à la télépathie, il y a une modification des états de conscience et on a accès à des informations et aussi à une modification à ce moment-là. Ça peut peut-être répondre un peu au comment. Il y a une modification du fonctionnement de la conscience qui ne fonctionne plus sur les critères habituels de temps, de la causalité, etc., mais qui fonctionne sur un autre mode, qui est un mode qui fait que, par exemple, l'effet peut précéder la cause, ou on peut percevoir quelque chose qui, en principe, n'a pas encore eu lieu dans le futur, ou je peux percevoir quelque chose qui s'est passé avant, alors que je n'ai aucun moyen de le savoir. Donc, en fait, le fonctionnement de la conscience est régi par d'autres thèmes ou d'autres façons de concevoir le monde. On n'est plus du tout dans la conscience dite rationnelle ou un peu irrationnelle. On est dans quelque chose qui est un peu, si je peux prendre une métaphore, un peu comme dans le rêve. Dans le rêve, on a un fonctionnement de la conscience qui est très particulier, puisqu'on va être capable d'être en deux endroits à la fois, de léviter, de passer par la fenêtre, de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de fabriquer un personnage avec 10 personnages qu'on va mettre ensemble. Et ben c'est ce fonctionnement-là, en plus élargi, que l'on a dans les états de transe. Mais qui permettent ces phénomènes. Oui, donc il y a aussi l'histoire de cette jeune fille qui finalement fait un rêve horrible où elle se voit violée par plusieurs hommes dans une cave. Et elle est en train simplement de vivre dans son rêve ce que sa mère a vécu enfant. Comment elle peut entrer dans les rêves de sa femme? Alors ça, c'était pas un rêve. Cette jeune fille, c'était une jeune fille anorexique, mais anorexique au dernier stade, à tel point que quand je l'ai rencontrée, je me demandais comment elle pouvait encore tenir sur ses chaussures. Elle avait des chaussures à talons. Et je me demandais comment c'était possible d'être encore debout avec une maigreur pareille qui était absolument impressionnante. Et donc cette jeune fille elle a été envoyée par son père pour de l'hypnose. Et puis une fois au cours de la consultation, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'elle soit dans un groupe de respiration holotropique parce que l'appareil psychique groupal peut aider l'expérience de chacun à se déployer. Et donc elle a accepté. Elle avait juste son père m'avait dit qu'elle avait un problème, c'est ils étaient pas du tout pratiquants. Elle était d'origine juive et elle était pas du tout, personne n'était pratiquant sauf elle. Elle était étudiante en médecine, mais alors le Shabbat, elle arrêtait tout le samedi pour faire le vendredi soir et le samedi pour le Shabbat. Et elle était très, comment dirais-je, très
fascinée par les camps de concentration. Alors qu'elle est née, elle est née dans les années 60, 65, bien après la Shoah. Et qu'il n'y avait pas une culture de la Shoah dans sa famille. Donc, je lui propose ça, elle accepte de venir. Je lui explique ce que c'est que la respiration holotropique, que ça se passe en binôme, comment elle sera accompagnée, qu'il y a 2 thérapeutes. Et elle vit son expérience. Donc, effectivement, ça peut être comme une sorte de rêve éveillé, effectivement, mais qui est déclenché par l'hyperventilation, des musiques spécifiques, éventuellement un travail corporel. Sauf elle, qui a vécu son expérience vraiment au long cours, avec très peu d'intervention de notre part, ou pas d'intervention. Et à la fin de l'expérience, elle est tellement étonnée de ce qui se passe que elle dit je veux pas en parler, je vais en parler à mon père. Hein, donc je voudrais d'abord. Et c'est là que se découvre le fait du secret de famille, qui était en fait un secret qui était dû à une extermination des gens au niveau du grand-père de cette jeune fille. Ah oui, ça avait remonté d'une génération en plus. Voilà. Et donc la jeune fille que vous évoquez, ça m'a fait penser à cette anorexique. Oui. La jeune fille que vous avez évoquée, effectivement, elle avait à peu près aussi elle était beaucoup plus jeune, elle était adolescente. Donc cette jeune fille, elle, toujours dans le même cadre de respiration holotropique, elle s'est vue, elle s'est vécue d'abord elle-même à 14 ans en train d'être triturée, comme elle disait, par des garçons. En fait, elle était en train d'être violée par des garçons. Mais puis au bout d'un moment, elle voyait sa mère. Elle a vu sa mère, et effectivement, quand elle a raconté à la fin du truc, de l'expérience à sa mère, elle voulait d'abord le raconter à sa mère. La mère lui a dit qu'effectivement, elle avait un secret qu'elle avait jamais dit à personne, et cette jeune fille était issue de ce viol-là. Ah oui, elle était issue de ce viol-là. Donc, quand on parle de l'importance du transgénérationnel, des syndromes anniversaires, elle arrivait à l'âge qu'avait sa mère, parce elle était adolescente, à l'âge qu'avait sa mère au moment où ces faits se sont produits, dont elle était issue. Un peu comme si elle disait, mais dites-moi donc qui je suis. Qui je suis. Et comme elle savait pas, elle a commencé à prendre la voie psychiatrique. Hein, elle a commencé, avant d'arriver chez nous, elle a commencé à être traitée en psychiatrie. Ça doit pas être facile pour la mère non plus. Qu'est-ce que la réaction de la mère? Vous avez pas vu la mère? Si, c'est une histoire assez étonnante, parce que quand on parle d'inconscient, on parle très très vite de l'inconscient, mais parfois il y a un tissage extraordinaire, il y a un réseau d'inconscients qui vont aboutir, on ne sait plus, il y a quelque chose de prédéterminé presque. En fait, la mère, elle était déjà venue elle-même, elle était déjà venue 1 an avant pour des problèmes de chômage, d'alcoolisme, etc. Et elle avait résolu vraiment quelque chose de très important qui lui avait permis de reprendre sa route. Et 1 an après, elle dit, je voudrais refaire un groupe parce que c'était tellement important pour moi. Je voudrais me réinscrire. Elle s'inscrit, ok, bon, on la connaissait. Et dans les quelques jours avant le stage, elle appelle en disant, je sais que c'est pas très orthodoxe, vous allez sûrement me dire non, mais ma fille va pas du tout. Donc la fille de 14 ans ne va pas du tout, elle va pas bien. Elle a des crises de colère pas possibles. Ses résultats scolaires ont baissé. Le psychiatre veut l'hospitaliser. Mais comme moi, est-ce que je peux donner ma place à ma fille? Vous voyez cette expression? Est-ce que je peux donner ma place à ma fille? Or, dans l'histoire de la cave que va revivre la fille, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma mère ou est-ce que c'est moi? Oui, parce qu'elle voit sa mère, en même temps elle se voit elle voit sa mère regarder la scène, en même temps elle se voit regarder sa mère. Enfin, c'est affolant, quoi. Voilà. Et en fait, déjà, comme si l'inconscient de la mère avait déjà été sollicité en amont pour venir dire, je donne ma place à ma fille pour qu'elle puisse, évidemment, c'était pas conscientisé du tout. Elle, c'était simplement, consciemment, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. J'allais en faire une deuxième, mais comme ma fille entre-temps va pas, je laisse la place à ma fille. Mais en fait, après, ça prend tout son sens. Je laisse ma place à ma fille. Ça veut dire, peut-être que ma fille va pouvoir défaire quelque chose dans lequel elle est prise alors qu'elle n'a pas à être prise et que ça concerne ses origines. Donc à partir de ce moment-là, cette jeune fille a repris sa route. Elle n'a pas fait de carrière psychiatrique, comme on dit.
C'est une bonne chose, on va faire une pause musicale. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous poursuivons avec Joharsi Ahmed pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles ou comment penser le paranormal. On parle simplement de vos thérapies, c'est-à-dire de vos groupes, que vous faites des groupes. Oui, ce travail sur le paranormal, sur l'hypnose, etc., m'a permis, et les gens avec qui je travaille aussi, nous ont permis d'élargir notre palette au niveau thérapeutique. Donc d'abord, la première des choses, c'était, comme je disais tout à l'heure, pour conduire ma thèse. Donc je me suis posé la question si ces phénomènes-là étaient seulement du côté de la pathologie ou faisaient partie du fonctionnement mental. C'est la seconde proposition que évidemment j'ai retenue. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer un certain nombre de personnes. Donc d'abord Didier Anzieux comme psychanalyste qui était ouvert, même s'il n'écrivait pas là-dessus, à ces phénomènes-là, et de rencontrer aussi un personnage curieux qui s'appelait Henri Marcotte, qui faisait des groupes d'entraînement à la télépathie. Ça, c'est d'un point de vue télépathique. Et j'ai rencontré aussi, effectivement, Stanislav Grof, avec qui j'ai travaillé sur la respiration holotropique. Donc, sur les groupes d'entraînement à la télépathie, donc, je suis arrivée dans un groupe qui s'entraînait à la télépathie. Et donc, je me dis, tiens, c'est possible. Donc, en fait, ça fait partie du fonctionnement mental, donc on peut s'entraîner. Et en faisant partie de ce groupe, j'ai enregistré les séances, j'ai décodé les séances, j'ai moi-même participé en tant que sujet, en tant que participante, Et donc, ces groupes consistent à envoyer, à séparer le groupe en deux. Il y a un groupe d'agences, c'est-à-dire ceux qui envoient l'information, et un groupe de percipients, ceux qui vont recevoir l'information. On change après, bien sûr. Et dans ces groupes, donc en fait, on élabore une histoire. Alors au début, c'est des histoires faciles qui mettent en scène le corps. Je sais pas, courir, monter dans un autobus, tomber, taper sur un ordinateur, etc. Et on demande aux personnes qui les reçoivent de se mettre en état, de fermer les yeux, de se mettre en état de relaxation. On les aide un peu parfois à se relaxer. Et on leur demande ensuite de dire qu'est-ce qu'elles ont reçu, qu'est-ce qu'elles ont perçu dans leur corps, quelles images sont venues, et de dessiner, d'écrire. Et après de mimer. Et donc, petit à petit, on se rend compte que, au départ, même si on est un peu dans ces groupes, on peut être un petit peu réservé en se disant mais c'est pas possible, pour plusieurs raisons, soit parce que moi il m'est rien arrivé, soit parce que et si jamais tout le monde peut lire ce qui se passe dans ma tête, donc ça peut être catastrophique. Donc jusqu'à ce qu'on se rende compte que on peut pas lire tout ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, mais qu'on peut développer petit à petit ce phénomène-là de façon à faire ce que j'appelle la bipartition entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. D'ailleurs, c'est un travail extraordinaire, ne serait-ce qu'au niveau de la thérapie, puisque on va moins projeter sur les autres, on va moins attribuer à l'autre ce qui est à moi. Mais aussi, je vais pouvoir percevoir ce qui appartient à l'autre. Donc c'est ça le travail. C'est petit à petit, avec ces histoires qu'on envoie, c'est que les gens commencent à se pencher à l'intérieur, sur leur monde intérieur et voir les différences, ce qui se passe. Par exemple, si on envoie une histoire qui concerne, je sais pas, une peur dans un ascenseur, eh bien, la personne va se pencher sur elle-même et voir si, évidemment, on lui dit pas, on envoie télépathiquement, je précise, on envoie par la pensée. Donc la personne se penche sur elle-même pour savoir est-ce qu'il y a eu quelque chose dans son corps qui a bougé, est-ce qu'elle a eu peur, est-ce que ça lui évoque peut-être une scène où elle a été coincée dans un ascenseur. Et donc petit à petit, on affine ce travail avec des techniques et on affine l'intuition et la perception de ce qui vient d'ailleurs, de ce qui m'a été envoyé par l'autre, et qui n'est pas ce qui est à moi. Et donc on a repris ça, on a repris ça dans notre institut à l'ICLP, on a repris ça sous forme de soirée, une soirée tous les 15 jours, et aussi sous forme de week-end. Alors, il y en a un début décembre, sous forme de week-end où les gens travaillent de la même façon, même s'ils disent qu'il ne leur est rien arrivé dans la vie. Ce qui est étonnant, mais en général, ça peut arriver. Donc, même s'ils disent ça, donc ils participent de la même façon. Donc, on commence par des petites histoires, puis on complique les histoires. Après, on complique. Au début, on va pas envoyer des histoires qui contiennent de la peur mais après, on peut compliquer. On peut même envoyer des choses de plus en plus importantes et les gens affinent leur perception. Alors, ça fait peur un peu vos histoires parce que ça voudrait dire que là, n'importe qui peut rentrer un peu dans nos têtes ou qu'on peut rentrer un peu dans la tête des autres. Donc, on ne sait pas qui pense. Et non, justement. C'est la grande peur qu'on a, la grande envie et la grande peur, peut-être.
c'est que on se retrouve dans l'état de bébé, de fœtus, puis surtout de bébé, et que on est une maman qui devine tout. On n'a rien à dire quand on est bébé. À la limite, on peut brailler, puis mais en général, quand on est maman, on devine s'il a faim, s'il a soif, s'il a peur, s'il est angoissé, etc. Il a pas à dire. Mais comme on est des êtres de parole, quand on grandit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit à ses enfants, ou à son enfant, on lui dit, dis-moi ce que tu veux. Hein, donc, on passe de l'âge où l'on devinait ce qui se passait chez son bébé à l'âge où il doit, lui, nommer ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en nommant cela, on refoule, enfin, l'enfant va refouler ce type de communication particulière dont on dit qu'il est le berceau de la télépathie, cette relation particulière avec la mère. Donc, le fait de s'entraîner à la télépathie va nous permettre de retrouver cette capacité qui est en nous, mais ça ne veut en aucun cas dire, et heureusement, que l'on va entendre, lire tout ce qui se passe dans la tête de l'autre. D'abord parce ce serait infernal, ce serait le monde cesserait d'exister si on était en permanence 10 radios dans la tête. Ouais, imaginez dans un métro, dans une rame de métro, vous entendez tout ce qui se passe dans la tête et puis en plus vous interprétez. On n'est pas sûr que ce soit vrai. Donc en fait non, la question c'est juste par rapport à des informations. On parlait tout à l'heure en antenne de la petite voix. Donc c'est que d'apprendre à écouter cette petite voix qui a des caractéristiques spécifiques qui n'a rien à voir avec une voix un peu de mise en garde ou un peu parano qu'on peut avoir à certains moments. C'est une voix qu'on va petit à petit définir comme étant spécifique et qui nous dit là, tu dois pas aller, ou là, c'est bon pour toi, ou là. Oui, ou tu devrais faire ça, ou tu devrais acheter un tube de super glue. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, et souvent, on l'écoute pas parce que c'est comme une pensée parmi toutes les autres pensées. Et toutes les autres pensées, c'est quoi alors? Parce que cette petite voix, on pourrait dire que c'est quelque chose qui va nous... C'est quoi cette petite voix, c'est la voix de l'intuition. C'est une voix qui sait avant nous. Moi, je la compare un peu, par exemple, à une lame de tarot. Hein, quand on tire le tarot, c'est simplement que notre inconscient, il a une longueur d'avance sur nous et elle va se transposer et se représenter et se présenter à nous sous la forme de la carte. La petite voix, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va savoir un peu plus. C'est cette partie de nous qui accepte de se situer dans un temps et dans un espace différent du temps habituel et de l'espace habituel, comme on le disait tout à l'heure, et qui va nous permettre, si on l'écoute, de choisir de faire le bon choix ou de se laisser guider sans critiquer. C'est-à-dire c'est un peu une voix un peu... Alors, c'est pas irrationnel n'est pas le mot, mais qui est plutôt en processus primaire, comme je disais tout à l'heure, comme dans le rêve. Les autres pensées, c'est les pensées. Alors, soit des pensées parce on vient de lire quelque chose, soit parce qu'on se culpabilise, soit parce qu'on se raconte des tas de choses. C'est incroyable le nombre de pensées qu'on a à la minute. Et d'ailleurs, c'est pourquoi que lorsqu'on commence la méditation, c'est tellement difficile, hein, parce que le train de pensée est absolument énorme à ce moment-là et qu'il faut petit à petit apprendre à l'apaiser pour pouvoir entrer dans cet état de méditation. Donc l'être humain, c'est un être de parole, c'est un être pensant, mais parfois, dans certaines structures, hein, les structures dites obsessionnelles par exemple, il y a des gens qui vont tourner dans la tête en permanence, c'est un travail à faire. Donc dans l'entraînement à la télépathie, c'est l'apprentissage de cette voix et de ce que j'appelle des indicateurs internes. C'est des indicateurs internes qui vont me dire ça, c'est quelque chose que j'ai reçu d'ailleurs, c'est quelque chose qui me dit quelque chose sur un événement à venir. Ce n'est pas une projection de ma part. Donc ça s'affine, c'est comme un outil qu'on apprend à affiner petit à petit. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est sous forme de jeu. On se prend pas la tête, c'est pas une thérapie ou c'est des effets thérapeutiques au sens large, mais c'est surtout sous forme de jeu où on s'envoie réciproquement des histoires et on essaie de deviner, de dessiner ce qui a été envoyé. Et en France, c'est une tradition quand même très ancienne, c'est-à-dire qu'on a parlé au mois de juillet du centenaire de l'Institut métaphysique international. Il y avait un homme qui a été pendant une quarantaine d'années vice-président, président de l'UMI, qui s'appelle René Varcollier, qui a été à l'origine de ces groupes, même s'il les appelait pas comme ça, mais de cet entraînement à la télépathie. Il a posé très vite qu'on pouvait petit à petit envoyer, recevoir, apprendre à envoyer mieux et à mieux recevoir des informations et à affiner cette intuition et cette capacité de prévoir les choses.
Il faut être deux. Il faut qu'on soit d'accord à deux. Est-ce que si l'autre n'est pas d'accord, on peut percevoir quand même? Dans les groupes de télépathie, les gens sont d'accord. Voilà. Maintenant, il se passe des choses très étonnantes. C'est pour ça, d'ailleurs, pour répondre encore davantage à la question, est-ce que tout le monde va lire tout ce qui se passe dans ma tête? C'est que parfois, on a été très étonné de voir que si celui qui va envoyer est focalisé sur l'histoire qu'on vient de raconter, par exemple, je cours dans la rue, j'ai un dossier énorme, et puis je me casse la figure et le dossier tombe, enfin, par exemple. Donc la personne se focalise, surtout au début, les gens ont l'impression qu'il faut se focaliser sur l'histoire. Eh bien, à ce moment-là, il y a une pensée qui vient, ou alors le sujet, il avise tout à coup une statue qu'il n'avait pas vue tout à l'heure sur la table. Eh bien, le percipient, il va pas recevoir l'histoire. Il va voir la statue. Il va décrire la statue sur la table qui a été vue dans le bureau du monsieur qui n'était pas devant, évidemment. Donc, c'est extrêmement, comment dirais-je, c'est à la fois très sensible, très subtil, mais on peut y travailler. Ça, Varcollier nous l'a appris, Marcotte me l'a appris, nous on l'a appris, et on le transmet maintenant. Ça veut dire que si on veut pas savoir si je veux pas que quelqu'un sache ce que j'ai dans ma tête, je regarde quelque chose comme ça, je laisse flotter mon esprit sur le micro qui est en face. Non, ce serait plus facile si vous voulez pas qu'on sache quelque chose dans votre tête. On peut faire ce qu'on appelle un barrage, hein, c'est-à-dire que penser à des tas de choses dans votre tête, faire un brouillage. Mais encore une fois, c'est une inquiétude qu'ont les gens quand ils arrivent dans les groupes d'entraînement à la télépathie. L'inquiétude qui est, est-ce qu'on va tout lire, mon Dieu, dans ma tête, hein, je vais plus être transparent. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est des êtres humains. Comme vous dites si bien, on a des trains de pensée qui sont à nous, et pour faire le tri, il y a qu'à voir ce qui se passe chez même une voyante extraordinaire. Elle peut recevoir une information, mais au milieu, elle peut aussi dire des choses qui n'ont rien à voir avec une prémonition, une voyance. Pour en revenir à la relation entre la mère et le nouveau-né, une maman qui s'occuperait pas bien de son enfant, alors est-ce que le gamin ou la gamine ne sera jamais télépathe? Non, je ne dirais pas les choses comme ça. Je pense que il inscrirait en lui quelque chose de dramatique, qui est que ce qu'il ressent n'est pas authentifié par la mère. Donc il faut être s'il a la chance d'avoir un substitut, une nounou qui est beaucoup plus proche, il peut très bien faire ça. Mais sinon, il va inscrire on a eu d'ailleurs quelqu'un comme ça dans les groupes d'entraînement à la télépathie, dont on a découvert par ailleurs, enfin on a pressenti par ailleurs qu'il avait dû avoir ce type de relation à la mère. C'est qu'effectivement, il avait le sentiment que qu'il ne pouvait ni percevoir ce qui se passait chez l'autre, et encore moins que l'autre puisse percevoir. Donc c'était de la crainte inverse de celle dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que et effectivement, quand on est bébé, qu'en principe la mère doit authentifier, c'est-à-dire si je montre que bébé que j'ai froid ou que j'ai mal, il faut que la mère dise oui tu as mal, enfin ou en tout cas qu'elle fasse ce qu'il faut pour authentifier ce que je ressens. Vous connaissez, c'est l'histoire du bain, c'est-à-dire que une maman qui n'authentifie pas, c'est que elle met le premier, elle fait un bain d'eau brûlante, elle met le premier, il va dire c'est brûlant, elle va dire mais non c'est pas brûlant, c'est un bain. Et puis le deuxième ou le deuxième va avoir à peu près, puis le troisième ça va être froid, il dit mais non c'est pas froid puisque j'ai fait un bain, il doit être chaud, il doit être adapté à tout le monde. Donc c'est une façon de désauthentifier, alors que l'enfant qui dit je suis brûlé ou le bain est froid, c'est qu'il était froid. Donc désauthentifier, c'est ne pas reconnaître, c'est dire que moi je sais mieux que toi ce qui est en toi. Dans les groupes, ce que tu vis, je sais mieux que toi ce que tu vis. Dans les groupes d'entraînement à la télépathie, c'est l'inverse de ce processus. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens que ce que tu ressens, non seulement c'est important, mais que tu peux apprendre à faire le tri dans ce que tu ressens, pour voir ce qui t'a été envoyé, ce que tu as perçu, par exemple, dans la rue, d'un embouteillage à venir, et ce qui est de ton monde, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de ton monde, de tes pensées, de tes ruminations, aussi des rêves que tu peux faire quand on est dans une voiture. Tout le monde sait qu'on est en état d'hypnose, hein, on rêve aux vacances qu'on a eues, ou alors si on s'est disputé avec son patron, à ce qu'on va lui dire la prochaine fois. Enfin, donc, ce train de pensée peut, dans les groupes d'entraînement à la télépathie, être peu à peu mis à sa juste place pour laisser la place à cette capacité de développer cette intuition, cette télépathie, faire attention à ses rêves aussi, puisque dans les rêves, parfois souvent, parfois très souvent, parfois ça dépend des personnes, il peut y avoir des morceaux, des aspects de rêves télépathiques ou prémonitoires.
Et donc, c'est aussi, les gens ont un regard différent sur leurs rêves. C'est pas seulement un rêve qui réalise un désir, comme en psychanalyse, c'est aussi un rêve qui porte en lui une préparation de quelque chose à venir, un message, comme disait Jung. Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM avec Djoharsi Ahmed dans cet au-delà du miroir, et nous finissons cette émission. Comment penser le paranormal? Comment et pourquoi advient-il? L'auteur présente ici cet aspect insolite et pourtant fondamental de l'existence à travers de nombreux exemples cliniques. Dans son livre, l'analyse de ce matériel permet de comprendre de façon exemplaire le travail de l'inconscient dans la genèse des manifestations paranormales. Ce livre, inclassable, se situe dans un territoire improbable, au-delà des frontières psychiques, mais aussi au-delà des frontières théoriques. Djoharsi Ahmed, on termine encore un peu sur les groupes, là. Sur les groupes, il n'y a pas que des groupes de télépathie, il y a d'autres groupes. Oui, donc on fait des groupes de thérapie de respiration holotropique. Je crois qu'on en avait parlé une fois ici. Donc, qui utilisent la transe pour obtenir cette ouverture du champ de conscience qui permet à l'inconscient de chacun de mettre au jour ce qui doit être mis au jour et qui ne peut pas toujours être abordé ou atteint par la parole. L'idée, c'est de combiner ce qui est de l'ordre de l'infraverbal, c'est-à-dire du corps psychocorporel pendant la transe, avec ensuite une reprise, évidemment, dans un champ au niveau de la parole. Puisque, encore une fois, on est des êtres de parole, donc on a besoin de penser les choses. Ça, c'est des groupes donc de travail de respiration holotropique, et on fait aussi des journées sur la relation inconsciente à l'argent. En fait, c'est parti de l'idée de la CLP, de l'idée suivante, c'est que on s'est rendu compte que dans les thérapies analytiques, notamment, l'argent était abordé à la première ou lors des premières séances, disons, le prix, le coût, ce que ça représente, la fréquence des séances, etc. Et puis après, il est rarement, voire pas du tout abordé. C'est-à-dire que il est abordé s'il y a un problème, s'il y a une mise au chômage, s'il y a une faillite, s'il y a un héritage. Mais en dehors de ça, on ne parle pratiquement plus de l'argent, ce qui est un comble quand même. Et à cause du dispositif. Donc on a eu l'idée de proposer des journées, des modules, avec très peu de gens, avec 4 personnes, qui permettent de poser d'emblée la question, c'est quoi l'argent pour vous? Direct, c'est-à-dire c'est pas et on découvre à ce moment-là, même chez des gens qui ont fait un travail de psychothérapie génial, qui a changé leur vie, qui ont fait un travail de respiration holotropique, etc. Et ils découvrent une espèce de zone obscure, de secret autour de l'argent. Alors il y a soit le trop d'argent, soit le pas assez d'argent. L'argent sale, ouais. L'argent qui sent mauvais, l'argent qu'on a, ou les parents qui ont vécu dans ce qu'on a vu déjà dans des misères noires, et en fait quand ils sont morts, on a découvert des rouleaux d'argent dans la cuisinière, ou l'inverse, des gens qui ne pouvaient pas garder l'argent parce que ça partait, on savait pas, alors qu'ils gagnaient très bien leur vie, ou alors d'autres aussi qui disaient, il y en avait tellement d'argent que moi j'ai jamais appris, il suffisait d'ouvrir le tiroir et de se servir, parce que le père ou la mère mettait des rouleaux d'argent là-dedans. Enfin bon, bref, des histoires absolument incroyables et qui étaient à l'origine de blocages dans la réalisation d'un certain nombre de choses dans la vie. Et donc, ça terminait le travail de thérapie à partir de cette focalisation sur la relation à l'argent. On va rester sur notre sujet du jour avec la télépathie. Donc, le prochain stage, c'est le 7 et 8, je crois. 7 et 8 décembre. Il reste très peu de place. Oui. Et après, c'est des petits groupes. Oui. Après, vous en aurez d'autres. En mois à partir de janvier. De janvier. Oui. Alors, dans votre livre, vous abordez aussi tous les problèmes psy. C'est un gros livre qui fait presque 400 pages. Les problèmes de maisons hantées. Et j'aimerais bien parce que ça, vous avez rencontré des personnes qui ont ces problèmes-là. Oui. C'est les esprits quand même. Oui, c'est une façon de dire les choses. C'est pas la mienne, mais c'est une façon de dire les choses. Les maisons hantées, donc depuis toujours, les instituts qui se sont occupés des phénomènes paranormaux ont eu à s'occuper de cela avec des interprétations différentes. Donc en Allemagne, par exemple, Hans Bender a beaucoup travaillé sur le sujet. En France aussi, d'autres personnes. On a eu notamment
dans les années 60, un commandant de gendarmerie qui s'appelle Émile Tizanet, qui faisait partie de l'Institut métapsychique et qui a écrit sur le sujet. Et donc, il était appelé, comme on appelle souvent les gendarmes, parce que pour constater les faits bizarres qui se passent dans les maisons. Donc moi, je suis arrivée par un biais un peu particulier, c'est que j'avais un ami qui s'intéressait à la parapsychologie et qui récoltait ces plaintes de personnes, de familles qui avaient des phénomènes bizarres, et évidemment, il les attribuait aux esprits méchants. On appelle ça des poltergeists, des esprits malins ou des esprits frappeurs. Et qui effectivement toute leur vie était centrée autour de ces phénomènes-là. Donc en général, ça se passe de la façon suivante. Le premier temps, c'est les journalistes qui arrivent, après c'est le curé ou le taleb ou le rabbin qui va venir bénir la maison. Après, et puis finalement, quand les phénomènes demeurent, on appelle un psy. Alors donc c'est SOS psy. Je sais pas comment on pouvait m'appeler. SOS fantôme. Voilà. Et donc SOS fantôme, voilà. Et psy PSI, des phénomènes paranormaux. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à voir des personnes, non pas qui venaient dans mon cabinet, puis c'était la famille entière qui était mue par ce genre de choses, mais c'était moi qui me déplaçais et qui faisait une sorte de consultation au long cours de plusieurs heures dans l'espace où les choses se produisaient. C'est-à-dire, en général, des bruits, des écritures sous le lit à des endroits complètement improbables où personne ne pouvait le faire. Et en général, il y a toujours un adolescent, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mutation, dans la mutation psychologique, physiologique, biologique, dans la maison, mais qui est en fait une sorte de catalyseur. C'est un catalyseur. Mais en fait, tout le monde, ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde participe de ces phénomènes-là. Mon travail a consisté. Je ne dis pas qu'il y a des esprits ou qu'il n'y a pas d'esprits. Moi, c'est une hypothèse de travail pour moi. Par contre, dans les maisons hantées, ce qui était intéressant, c'est que lorsque je faisais cette consultation, qui était parfois scandée par les bruits qu'ils entendaient dans les murs. Vous les entendiez aussi? Oui, je les entendais aussi. Eh bien, cette consultation ressemblait à n'importe quelle autre consultation. Qui est-ce qui a entendu les bruits premiers? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réagi? Qui a réagi? Qui a appelé qui? Etc. Eh bien, lorsque le sens des choses, les raisons pour lesquelles ces phénomènes-là ont été produits, l'une des raisons principales, c'est de faire appel à un monde extérieur, puisqu'à ce moment-là, la maison est ouverte et on appelle du monde. Donc, les raisons qui sont une énorme souffrance, qui ne peut pas se dire autrement, va trouver à travers ce catalyseur qu'est l'adolescent, et aussi les parents, va trouver à s'exprimer dans quelque chose de tellement fort, de tellement étrange, que on va amener du monde. On va amener un certain nombre de personnes, dont un psy ou, comme je disais tout à l'heure, un curé ou d'autres personnes. Dans les familles que j'ai vues, les phénomènes cessaient et ils pouvaient recommencer si la famille se retrouvait dans un système. Mais l'apprentissage qu'ils ont eu de l'interprétation des phénomènes-là faisait que la seconde fois ou la troisième fois, si ça revenait 1 an après ou 2 ans après, ils avaient une attitude tout à fait différente à l'égard de ces phénomènes-là. C'est-à-dire ils cherchaient la compréhension. Qu'est-ce qui fait que ça m'arrive? Quel sens ça a? Parce que ce qui fait qu'on est humain et aussi qui nous permet d'évoluer, c'est le sens. Quand on n'a pas le sens, quand on dit c'est insensé, on devient fou si c'est insensé. Donc, chercher le sens des choses, parce que c'est pas par hasard que ça m'arrive à moi à ce moment-là de mon existence. C'est pas par hasard que ça arrive à ce moment-là de l'existence de cette famille, comme celle dont je parlais, qui avait ces problèmes avec cette maison. Famille Le Terme. Qui était le Merle, la famille Le Merle. Oui. Qui était en fait effectivement une souffrance très grande autour de la maison elle-même participait de cette souffrance. Dans les cas donc ça c'est dans les maisons hantées, mais on peut être aussi une personne à elle toute seule, une personne à elle toute seule qui peut être hantée. Je me souviens, je pense que je l'ai dû le décrire dans ce livre aussi, d'une personne qui était persuadée tous les matins d'être réveillée par le bruit des voisins qui prenaient un petit déjeuner royal, alors qu'elle vivait toute seule et qu'elle entendait la vaisselle, la belle vaisselle. Elle était capable de décrire la belle vaisselle de gens qu'elle connaissait pas, etc. Donc elle était persuadée que c'était vrai, que c'était les voisins qui faisaient ça pour l'embêter. Le travail de la thérapie a consisté à essayer de comprendre
et si c'était une... Oui, parce qu'en plus, quand elle croisait les voisins dans l'escalier, elle leur faisait la tête et eux lui faisaient la tête aussi parce qu'ils entendaient les mêmes bruits qu'elle. Voilà. Et donc, ils pensaient que c'était elle qui faisait du bruit. Et en fait, le sens, c'était qu'elle était dans une solitude absolument terrible. C'est souvent d'ailleurs comme ça. Ouais. Voilà, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que les gens sont dans une solitude terrible. Donc, surtout quand elle partait dans un groupe, elle vivait avec un groupe, elle était hyper stimulée. Quand elle arrivait chez elle avec sa valise, il n'y avait plus personne. C'est une femme seule, sans enfant, et elle produisait ces bruits qui étaient consciemment, ça l'embêtait. Mais elle les produisait vraiment. Alors, comment on peut produire des bruits que les voisins entendent aussi? Ça, c'est les PK. Ça, c'est les PK. Ça, c'est elle qui me disait que les voisins, je les ai pas vus. Moi, c'est qu'ils m'ont pas. Et c'est elle qui vous a dit que les voisins entendaient les bruits aussi. Mais je pense que surtout les voisins lui faisaient la tête parce qu'elle leur faisait la tête et qu'après, vous savez, c'est comme la balle de tennis qu'on se renvoie. Toujours est-il que après elle, ce second temps dont je parlais tout à l'heure a été très important. Quand elle revenait, après, une fois qu'elle a compris qu'on a mis au jour les racines de ça, qui renvoyait à son enfance, à sa relation à son père, à sa mère, qui était problématique, quand elle a compris le sens que ça avait, c'est-à-dire de peupler un peu une solitude dramatique, quand elle revenait de vacances, ça lui arrivait encore, ces phénomènes-là n'ont pas disparu, mais elle avait un regard tout à fait dire, oui, j'arrive chez moi, peut-être que je pourrais faire autre chose, mais elle avait un sens, elle avait dégagé le sens de ces phénomènes, et donc elle sortait de la folie. Il y a une histoire qu'on n'aura pas le temps de raconter, mais qui était peut-être la plus belle histoire de cette femme qui est amoureuse d'un garçon à qui elle déclare pas sa flamme, et elle a l'impression que il lui parle de manière télépathique. En vérité, il n'en a rien à faire d'elle, et après elle est persuadée qu'il la hante, c'est-à-dire, je laisserai les auditeurs découvrir cette histoire, elle est fabuleuse. Et je pense qu'on a tous eu une copine ou un copain qui était comme ça, quoi, qui se fait des histoires dans sa tête, qui s'invente des histoires. C'est même plus de la télépathie, parce qu'elle c'est pas de la télépathie, mais parfois, la limite est difficile à définir, parce qu'en général, il y a eu quelque chose qui s'est passé, alors souvent, les personnes, par exemple, qui appellent, qui ont des phénomènes comme ça, ils ont participé à des groupes de yoga un peu particuliers, ou à des groupes énergétiques un peu particuliers. Donc, il y a quelque chose qui a dû se passer autour de ça, et sur lequel, effectivement, elles ont ensuite brodé et projeté toute leur mal-être, leur souffrance, en désignant un persécuteur. Un fautif. Alors, le livre s'appelle « Pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles » aux éditions de L'Harmattan. Johar Sy Hamed, C-S-I Hamed, H-A-M-E-D. Et on vous retrouve où? À l'IMI et à l'UCLP, dans notre institut qui s'appelle Institut des champs limites de la psyché, dans le 15e. Institut des champs limites de la psyché. ICLP. Dans le 15e. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission? Je voulais vous remercier de cette. C'est vraiment un gros livre, hein. Ça parle de beaucoup de choses. Les cas cliniques sont bien racontés en plus. On voit. Et puis il y en a un peu dans toutes les expressions. Il y a plusieurs expressions dans ces cas cliniques. Il y a des expressions dans la vie quotidienne. Il y a des expressions dans la respiration holotropique. Il y a des expressions dans les groupes d'entraînement à la télépathie. Des expressions aussi dans la respiration holotropique, dont je l'ai dit. Les maisons hantées. Et dans les maisons hantées, bien sûr, dans les maisons hantées, qui sont. Je voulais juste terminer là-dessus, c'est-à-dire que l'interprétation chez les spirites, que c'est la maison hantée, donc c'est les esprits qui viennent déranger, les esprits des morts qui viennent déranger. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né le spiritisme. Pour moi, en tout cas dans le travail que j'ai fait, c'est quand même des choses qui ont à voir avec l'inconscient personnel et familial, qui veut dire quelque chose et qui permet d'ailleurs ce que j'ai toujours considéré comme quelque chose d'assez extraordinaire. Ça permet dans ces familles que l'enfant ou la mère ou le père ne décompense pas d'un point de vue psychiatrique ou d'un point de vue somatique. C'est une troisième voie d'expression du malaise qui est beaucoup plus heuristique, mais ils font pas exprès. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi c'est cette voie-là qui est choisie, mais en tout cas, il y a un moment donné, ils choisissent cette voie. Et c'est absolument, ça les protège de maladies.